Allez, on se lance. Alors, merci à celles et ceux qui sont présents. On va aujourd'hui vous parler des modèles économiques de la méthanisation, en particulier agricole et en injection. Et on va faire un petit focus technique sur les tarifs d'achat gaz renouvelable. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par trois interlocuteurs et interlocutrices qui auront l'occasion de se présenter. Mais là, juste à ma droite, vous avez Laurent Rivollet, expert gaz renouvelable chez GRDF, qui s'occupe des porteurs et porteuses de projets sur l'Ain et le Rhône. Estelle Schwebel pour le bureau d'études Solagro. Et enfin, Odin Soireau pour la Banque de la transition énergétique. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions. Et pour ma part, Léana Fiorito, je suis également dans l'équipe biométhane comme Laurent et j'accompagne les porteurs de projets du département de la Loire. Donc pour commencer, je vais vous donner une petite vision de la dynamique de développement de la filière méthanisation. Parce que c'est une filière qui s'est plutôt d'abord développée à partir des années 2010 sur le parc en cogénération, donc qui est la forme de valorisation du biogaz sous forme d'électricité. Il faut attendre les années 2016-2017 pour que la filière en injection, qui est donc la valorisation du biogaz sous forme de biométhane ensuite injecté dans les réseaux transport et distribution. Donc c'est une filière qui a tout juste 7 ans et pourtant on observe déjà l'émergence de plus de 600 méthaniseurs sur le territoire. Donc c'est une croissance qui s'est principalement concentrée sur les régions nord-est, nord-ouest de la France, mais on a la chance déjà en Auvergne-Rhône-Alpes d'accueillir depuis automne une cinquantaine de sites de méthanisation en injection. En Cogé, il y en a plus que ça, mais des sites qui permettent déjà de valoriser 0,6 TWh de gaz renouvelable par an. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut poursuivre les efforts puisque nos schémas directeurs, nos schémas régionaux biomasse estiment à 4,5 TWh le potentiel encore valorisable. Donc on a encore largement ce qu'il faut pour remplacer 100% du mix gazier par du gaz renouvelable. Donc je vous ai indiqué en ordre de grandeur, 0,6 TWh, ça alimente en besoin d'eau chaude et chauffage l'équivalent de 150 000 logements ou encore 2400 bus roulant au bio-GNV. Si je vous fais un petit peu la typologie des unités que la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille, sur les 50 sites, on a 35 sites de méta agricole. C'est le modèle largement majoritaire. On parle d'agricole territorial ou agricole autonome. La différence, c'est que l'agricole territorial, c'est un méthaniseur dont la ration est également complétée par des déchets issus du territoire, que ce soit des déchets de cantine, de restauration ou même d'industrie agroalimentaire. Et le restant du parc, bon là je suis désolée, on voit pas bien les couleurs, mais c'est sinon des unités qui sont adossées à des stations d'épuration, puisqu'on peut aussi produire du gaz renouvelable à partir d'eau usée, de boues de stations d'épuration. Donc vous voyez aussi sur le graphique de gauche la répartition par département. En orange, c'est les projets à date qui sont en projet, justement en émergence, et en vert, les projets qui injectent déjà, et d'où la cinquantaine d'unités qu'on accueille. Pour embrayer sur finalement aussi pourquoi cette méthanisation, pourquoi aujourd'hui Solagro, la Banque des transitions énergétiques et GRDF s'unissent pour vous parler de cette filière, c'est parce que les bénéfices pour le monde agricole et les territoires en général sont nombreux. Là, on vous en a mis quelques-uns, mais il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les détailler, mais c'est pour ça, je pense que parfois on se demande pourquoi on va aller soutenir plus une filière qu'une autre. On peut faire le raccourci de se dire la méthanisation c'est pour le gaz renouvelable, oui certes, mais c'est aussi avant tout un outil de diversification pour le monde agricole qui va pouvoir en profiter pour se mettre aux normes, investir, pouvoir être désormais indépendant en engrais grâce au digesta. Ça va permettre d'avoir moins de nuisances olfactives pour les voisins qui gagnent à avoir du digesta épandu sur les terres à côté de chez eux que plutôt du fumier brut. Enfin voilà, les avantages sont vraiment nombreux. Si vous voulez y revenir, on pourra en parler tout à l'heure dans le temps questions-réponses, mais je trouvais que c'était important, avant de se lancer dans le modèle économique, de revenir sur le pourquoi. Alors, pour vous parler des modèles économiques, je vais passer la main aux experts et aux expertes que j'ai à ma droite.
On a voulu vous parler du modèle économique. On va vraiment détailler ça, mais le message qu'on voulait faire passer aussi, c'est que dans le montage du projet, le modèle économique, certes, est central, mais pas que. Il y a d'autres éléments, il y a d'autres facteurs clés, d'autres facteurs de réussite. Et Laurent, je te laisse les développer. Bonjour. Donc, le modèle économique. Alors, en fait, là, on va plutôt être sur les facteurs de réussite d'un projet. En fait, ce qui est fondamental quand des agriculteurs veulent faire un projet, déjà, c'est la quantité de matière à traiter. Parce qu'en fait, une unité de méthanisation, c'est des gros investissements, il y a des coûts d'exploitation. Donc, il faut une certaine masse critique pour arriver à amortir tous ces coûts. Voilà. Et sur la région, ne nous cachons pas, c'est des fois aussi un peu la difficulté. C'est que les exploitations agricoles étant un petit peu plus petites que la moyenne nationale, on va être plutôt sur des projets collectifs pour arriver à rassembler la quantité de matière nécessaire pour atteindre la masse critique sur un projet de méthanisation. Donc ça, c'est un point clé. Après, lié à ça, il y a le débouché sur le digestat. Parce que comme vous l'a dit Léana, le digestat a une valeur pour l'agriculteur, parce que le digestat va permettre de se substituer à des engrais. Donc il va réduire la dépendance de l'agriculteur aux engrais, il va réduire ses coûts par rapport aux engrais, mais néanmoins, il reste dans le statut des déchets. Donc il y a des plans d'épandage qui devront être faits avec des exigences réglementaires. Donc il faut pouvoir répondre à ce volet-là. Bon, en général, ce n'est pas une grosse contrainte, mais c'est un point à traiter quand même. Il y a le débouché pour le biogaz. Donc là, GRDF, c'est notre rôle, si le projet il envisage de faire de l'injection, de donner de la visibilité aux porteurs de projet sur est-ce que je peux injecter du biométhane dans les réseaux de gaz, quel est le coût de raccordement, quelle quantité je peux injecter, est-ce qu'il y a des risques d'avoir des pertes. Enfin, ça, c'est notre travail d'éclairer le porteur de projet sur ces sujets-là. Et enfin, il y a un site d'implantation. Le site d'implantation, ça doit être l'optimum du projet, c'est-à-dire entre la ressource mobilisée, le digestat, un petit peu le réseau de gaz, mais surtout la ressource à mobiliser et le digestat pour essayer d'optimiser les transports. Et en dernier, un mode de gouvernance. Pourquoi un mode de gouvernance? C'est que comme on a des projets collectifs, le but c'est que le projet tienne 15 ans, donc il faut que les agriculteurs s'entendent et qu'ils mettent en place un dispositif de pilotage où les choses sont claires entre eux, que ça soit sur la rémunération de l'apport de matière, le retour au sol, etc. Enfin, un certain nombre de points, et que tout ça soit validé par les acteurs institutionnels qui vont financer le projet. Justement, transition parfaite, on va peut-être demander à Odin de nous parler de l'importance de l'équilibre financier dans la constitution du projet, qui d'ailleurs fait aussi le lien avec les autres facteurs que Laurent vient d'expliquer. Complètement, et c'est vrai que l'équilibre financier, bon, il sera important pour le banquier, hein, bien évidemment. On va avoir des ratios à respecter, etc. Il y aura plein de chiffres à respecter et à vérifier. Mais il n'y a pas que ça. Derrière, tous les points que vous avez évoqués sont très importants et seront regardés de manière très attentive par le banquier au final. Notamment, par exemple, sur la ressource organique mobilisable. Combien il y a de surface agricole qui peut être utilisée, combien de marge de sécurité on a, idem pour le plan d'épandage, est-ce qu'on a des marges de sécurité, est-ce qu'il y a des agriculteurs aux alentours qui pourraient se substituer à certains apporteurs d'intrants. On va aller assez loin en fait dans l'analyse, et assez souvent les porteurs de projets peuvent venir nous voir assez tardivement. Une fois que leur projet est complètement ficelé et bouclé, ils viennent voir le banquier en disant voilà, j'ai ce projet clé en main à financer. Et ensuite, nous, vu toutes les choses qu'on peut regarder, on a des exigences. On peut avoir des exigences sur les constructeurs, on peut avoir des exigences sur la technologie qui est utilisée, des exigences sur les différents contrats qui vont être signés avec les garanties de performance, par exemple. Donc, il faut vraiment avoir en tête que le banquier, il faut l'intégrer le plus tôt possible. C'est un partenaire dans ces projets-là, hein. C'est des gros montants, c'est des durées qui sont longues. On en parle un petit peu tout à l'heure au niveau des montants, mais globalement, un projet entre guillemets standard, je ne sais pas si c'est le terme, mais on va se situer aux alentours de 5 millions d'euros de financement sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 14 ou 15 ans. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc il faut vraiment le voir comme un partenaire, l'intégrer le plus tôt possible pour pouvoir prendre en compte ces différentes exigences. Et bien avoir en tête que l'équilibre financier, bien évidemment, il est important, mais ce n'est pas parce qu'il y a un équilibre financier que le banquier ira faire le financement derrière. S'il y a un mode de gouvernance qui n'est pas clair, s'il y a des ressources organiques mobilisables qui ne sont pas suffisantes,
ou sur lesquels il n'y a pas de marge de sécurité suffisante, on peut ne pas financer, même si sur le papier, tous les chiffres sont respectés. Ok, top, merci. En effet, le message qu'on fait aussi passer aujourd'hui, c'est au même titre que tous les plans d'un projet doivent être maîtrisés, techniques, financiers. L'item que je vous indiquais, dialogue territorial, c'est aussi travailler la concertation et le dialogue sur les territoires où le moment où le projet émerge. La conférence d'avant traitait exactement de ce point-là pour éviter de prendre un petit peu en otage les communautés, les territoires qui accueillent les projets. Là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. On espère qu'on vous perdra pas, mais l'idée qu'on avait, c'était d'éclaircir un peu ces fameux tarifs d'achat biométhane. Et c'est Laurent qui va nous en parler. En fait, le tarif d'achat de biométhane, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tarif qui est fixé par l'État sur 15 ans. Donc, c'est une garantie de revenus stables pour 15 ans pour l'agriculteur. En plus, ces tarifs, ils sont fixés par décret et ils sont actualisés avec des coefficients qui suivent peu ou prou les inflations. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que sur ces courbes, c'est-à-dire plus le projet va être gros, plus bas sera le tarif. L'idée, c'est que de toute façon, quand vous avez un gros projet, vous avez des effets d'échelle, des économies d'échelle. Donc, c'est pour ça que le tarif, il est dégressif. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe qui est le tarif de base, c'est la courbe en violet. Et à cette courbe en violet vient se rajouter une prime dite effluent d'élevage. Cette prime dite d'effluent d'élevage, là, le maximum de cette prime, c'est si vous avez 60% d'effluent d'élevage. Si vous en avez que 30%, vous aurez que la moitié de la prime. Voilà. Et si vous avez plus que 60%, vous toucherez que cette prime au maximum. Du coup, si on prend un peu les tailles de projets qu'on a dans la région, sur un projet donc à 10 gigawattheures par an, donc ça ne vous parle pas trop, mais voilà, 109 mégas, 109 normaux, c'est à peu près un projet qui va générer, théoriquement, en intrants, qui devrait être autour de 10 à 12 000 tonnes de matière entrante. Alors après, ça dépend s'il y a beaucoup de lisier ou pas, mais voilà. On va être sur un tarif de 146 € du mégawattheure, avec qui va générer à peu près 1,4 million de chiffre d'affaires par an. Si le même projet, il va chercher, ici, il a 60% d'effluent d'élevage, là, on va être plus proche des 1,6 million, un peu moins d'1,6 million de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc on voit à peu près l'importance quand même de l'effluent d'élevage dans le coefficient. Le deuxième, si on prend un projet un peu plus gros qui correspond aux projets, pas les plus gros qu'on a sur la région, mais les projets de taille conséquente quand même, je dirais les 10% plus gros qu'on a sur la région, on va être sur 15 gigawattheures. Et là, on a un chiffre d'affaires à peu près annuel, un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je parle bien à chaque fois de chiffre d'affaires, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un site à faire tourner, il y a des salaires derrière, il y a de la maintenance, il y a de l'exploitation, il y a de l'achat de matière. Donc voilà, il y a des charges d'exploitation derrière qui sont entre 50 et 60% de ce chiffre d'affaires. Donc après, les 40% restants, c'est fait pour payer le banquier, pour générer des dividendes. Quand j'y paye le banquier, c'est bien sûr pour rembourser les emprunts, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tarif? La spécificité, c'est que ce tarif, il est indexé, mais tant que vous n'avez pas signé votre contrat d'achat, il va baisser de 0,5% par trimestre. Après, une fois que vous avez signé, il reste indexé, donc il va continuer à suivre l'inflation, mais par contre, il ne baissera plus. Et l'autre sujet, c'est que justement, donc, vous pouvez avoir intérêt à signer très tôt votre contrat, mais justement, pour éviter que vous le signiez trop tôt, il faut que vous ayez obtenu votre permis de construire pour pouvoir signer le contrat. Voilà. Et sinon, avoir obtenu le permis de construire, et si vous êtes et avoir un dossier ICPE déclaré complet. Voilà. Tu peux peut-être préciser, Laurent, que c'est le moment peut-être de se lancer en méta, puisque le tarif a été actualisé en juin 2023.
Voilà, merci, très bien Léana. En fait, ce tarif-là, celui que vous voyez, les courbes, les prix que je vous donne, c'est effectivement des données de cet été suite à l'actualisation du gouvernement qui a donné un coup de pouce non négligeable au tarif. Donc c'est effectivement c'est le bon moment pour réfléchir à la méthanisation. Ok. Et quand on veut se lancer dans la méta, par quoi tu conseilles de commencer? À qui il faut s'adresser? Non, GRDF, non. Non, en fait, je pense que, comme vous avez pu le voir, enfin, dans le premier slide, les éléments clés, c'est le gisement, la proximité du réseau et aussi ce qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est tout le système de gouvernance, etc. Donc moi, je pense que très tôt, il faut essayer de dégrossir ces sujets-là. Je pense qu'il faut aussi aller voir assez tôt son banquier, parce que, enfin, il peut aussi donner des directions sur ce qui est la capacité de financement que peuvent avoir les porteurs de projets, les exigences. On voit trop souvent des porteurs de projets qui ont une idée derrière la tête, qui lancent un projet et après qui s'aperçoivent que comme ils l'avaient imaginé, il est difficilement finançable ou parce qu'il était trop ambitieux ou parce qu'il y avait certains risques qui n'étaient pas bien maîtrisés. C'est comme le banquier qui va financer 80% de l'installation. Donc c'est un peu normal qu'il ait des exigences sur la maîtrise des risques. Ok, donc si j'ai une idée de projet, je me rapproche de GRDF pour savoir s'il est possible d'injecter ma production, du banquier pour les capacités financières. Tu veux peut-être compléter Oui, après, il y a aussi, faut pas oublier que vous êtes pas seul. Il y a des bureaux d'études, il y a des spécialistes qui sont présents et qui peuvent vous accompagner au tout début de votre projet. Des études de faisabilité, d'opportunité, études de faisabilité qui peuvent vous accompagner dès le début et vous aider en fait sur ces 5 pavés qui sont importants pour réfléchir à votre projet de méthanisation. Ok, on peut peut-être laisser la parole au bureau d'études présent aujourd'hui pour compléter. Pour compléter, non, mais c'est tout à fait ça. Du coup, notre métier, c'est ça, c'est l'ingénierie du conseil avec notre expérience d'accompagnement de plus de 170 projets aujourd'hui. Donc, on capitalise aussi sur les projets accompagnés, sur ce qui va, mais sur ce qui a aussi amélioré, sur les modèles économiques. Et puis, chaque projet est différent et particulier. Donc, c'est prendre en compte tous ces paramètres, tous ces enjeux que vous avez cités. On est effectivement répartis sur le territoire. On a une bonne connaissance de l'agriculture. On peut croiser les enjeux pas qu'énergétiques, mais bien en lien avec les exploitations agricoles, avec les évolutions agroécologiques des exploitations, pour que cette activité de méta soit une activité complémentaire, mais qui s'insère totalement dans l'évolution de l'exploitation, en tenant compte autant des paramètres technico-économiques nécessaires pour sortir un projet et autant l'importance de faire évoluer son exploitation dans le bon sens avec des nouvelles ressources. Et bien sûr, on peut aller, dans le cadre d'une étude concluante, jusqu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec le choix et la consultation des entreprises pour ensuite laisser la main à un maître d'œuvre qui va, lui, réaliser les différents lots et les différents process méthanisation et autres lots associés. Juste en complément, effectivement, le bureau d'études, il est fondamental parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer, que ce soit des paramètres techniques. Alors quand je dis technique, c'est technique au sens large, un procédé, mais aussi agricole, etc. Mais il y a aussi un volet réglementaire qui est quand même très contraignant, qui fixe des cadres et il faut rentrer dans ce cadre-là. Donc le bureau d'études va aider justement à voir ce qui est possible de faire. Et après, il y a un dernier acteur qu'il faut aussi associer dans ces phases d'émergence, c'est la collectivité locale sur laquelle le projet est installé, pour commencer à communiquer avec les acteurs du terrain. Ça favorisera l'acceptation. Ok, je pense qu'on a fait le tour des premiers acteurs et actrices à consulter. Merci beaucoup. Donc la banque, le bureau d'études, GRDF et la collectivité, ça fait déjà du beau monde avant de se lancer. L'autre item un petit peu dont on avait prévu de vous parler, c'était les leviers d'optimisation en lien avec les unités de méta. Estelle, si oui, tu tout à fait. Nous éclairer. Oui, donc c'est des
une fois que l'unité est en place ou avant de la mettre en place, on peut aussi optimiser, on peut avoir des leviers d'optimisation réfléchis avant la mise en place de l'unité. Donc il y a plusieurs points qui peuvent être optimisés. Le premier, c'est la récupération du biogaz résiduel sur les fosses de stockage du digestat. Donc le digestat qui est stocké en fosse, en cuve, doit depuis maintenant 2 ans obligatoirement être couvert par une bâche pour éviter la volatilisation de l'azote, de l'ammoniac. Mais on peut encore l'optimiser, ce stockage, en posant ce qu'on appelle une bâche gazomètre, en fait, qui va récupérer le très peu de biogaz qui peut encore rester dans le digestat, bien que la matière soit totalement digérée. Mais les études montrent qu'il reste un très faible pourcentage que je ne vais pas citer, parce que je ne l'ai plus en tête. Donc ça, c'est un premier point d'optimisation qui a 2 impacts bénéfiques. 1, pour l'environnement, donc éviter encore des émissions à l'atmosphère, et 2, économique, puisque du biogaz récupéré, c'est du biogaz injecté. Donc, injecté dit acheté par le fournisseur de gaz. Un autre point, c'est l'isolation des digesteurs. Les digesteurs, donc il y a cette fameuse bâche, ce qu'on appelle le gazomètre, qui couvre les cuves. On peut, comme on isole nos maisons, on peut isoler des digesteurs. Et c'est exactement pareil, on améliore l'efficacité énergétique. Donc ça permet de moins consommer ou de moins autoconsommer du biogaz pour chauffer le digesteur, puisque le digesteur doit être maintenu à température autour de 40 degrés pour que les bactéries puissent être bien à l'aise pour digérer la matière. Et donc encore un autre levier qui a soit un coût d'isolation, mais qui est très vite, voire tout de suite rentabilisé, puisque moins d'énergie autoconsommée, c'est plus d'énergie vendue. Et on a vu juste avant avec les tarifs, on augmente le chiffre d'affaires. Donc on améliore finalement les indicateurs économiques. Un autre point, l'optimisation du dimensionnement. Donc il y a plusieurs technologies et plusieurs configurations possibles en fonction des matières digérées, de la quantité de matière. Mais on peut considérer aujourd'hui qu'on peut réduire la taille des ouvrages, en tout cas ne pas aller vers une redondance systématique des ouvrages, c'est-à-dire que pour un digesteur, avoir un digesteur, 2 digesteurs, puis un stockage, on peut, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne déjà depuis longtemps, avoir uniquement un monodigesteur, donc finalement éviter en investissement un ouvrage qui va être principalement une cuve béton, plus la bâche, donc c'est un coût non négligeable. Ensuite, la partie autoconsommation d'électricité solaire en toiture. Donc ça, c'est plutôt valable pour l'injection, puisqu'il faut avoir un besoin continu d'électricité. Et c'est le cas en injection avec, par exemple, l'épuration qui va tourner en continu. Et comme elle tourne en continu, on a besoin continu, non-stop, d'électricité jour et nuit, 24/24, 365 jours par an, sauf maintenance exceptionnelle. Donc cette autoconsommation, qui peut se faire sur les bâtiments agricoles à proximité ou sur les bâtiments, le hangar de stockage, de réception des matières ou de stockage, eh bien, elle va directement réduire la facture énergétique du site, par exemple, en priorité pour le module d'épuration. La valorisation du bio-CO2, c'est encore un autre levier d'optimisation. Donc ce fameux CO2 qui va retourner à l'atmosphère après l'épuration du biogaz. Donc on sépare le biométhane du CO2. Ce CO2 a une valeur économique et permet encore d'ajouter des externalités positives et de encore améliorer la boucle d'économie circulaire, puisqu'il est grandement utilisé en industrie agroalimentaire et dans l'industrie. La valeur qui est affichée à l'écran est vraiment très indicative, puisque la valeur du CO2 va dépendre de sa qualité, de sa pureté, et donc de son usage, que ce soit en industrie, en serre ou en agroalimentaire, et du contexte du marché local. Et ça nécessite un investissement supplémentaire, mais avec une rentrée d'argent forcément complémentaire.
On parlait beaucoup des collectivités, de nouer des partenariats. Là encore, on fait un lien direct entre un agriculteur qui devient aussi producteur d'énergie, mais pas que, qui devient autonome en engrais, qui va aussi être capable de fournir des coproduits à des industries locales, qui va être capable de aussi traiter ces biodéchets des industries locales et finalement même de faire rouler des véhicules avec du bio-GNV. Donc on a vraiment toutes les briques pour une économie locale et la plus vertueuse possible. Sur les leviers d'optimisation, l'exploitation, c'est un petit peu plus délicat à chiffrer, mais ça passe beaucoup par la formation, l'optimisation des process. C'est bien connaître ces outils, c'est aussi optimiser l'exploitation. Ça peut être le temps dédié à l'exploitation. La valorisation des soupes de biodéchets déjà hygiénisées, donc là, ça permet d'améliorer, en tout cas d'apporter un petit peu plus de pouvoir méthanogène à son unité. Donc quelque part de booster la production d'énergie sur une unité existante. Et en contrepartie, là, il y a bien indiqué achat parce que la soupe est déjà hygiénisée. Mais bien sûr qu'un déchet peut tout à fait nécessiter une redevance pour être valorisé s'il est hygiénisé sur site parce qu'il y a une consommation d'énergie. Et en amenant ces biodéchets, l'optimisation va être dans la réduction d'un autre intrant qui va être plus coûteux à l'achat. Je pense par exemple à des cultures intermédiaires qui vont nécessiter un coût de travail, de semis, de récolte, de main-d'œuvre, de machines, etc. Donc en apportant ce biodéchet qui est là, qui est local et qui a un pouvoir méthanogène non négligeable, on peut réduire un autre intrant. Et pour finir, l'autoconsommation sur une petite cogénération, je ne vais pas trop détailler ce point aujourd'hui. Ok. On s'en tiendra là. Et pour finir, en fait, on a gardé la meilleure slide pour la fin. On avait envie de vous détailler un petit peu les chiffres clés pour un projet de méta. Alors, bon, le but, là, on a pris 3 types de projets qu'on va appeler de la méthanisation agricole à la ferme. C'est-à-dire que c'est... dans nos régions, c'est rarement une seule exploitation. Il peut y avoir quelques projets qui sont portés par une seule exploitation. C'est souvent au minimum 2 exploitations. C'est des projets qui vont gérer à peu près 10 900 tonnes de matière en entrant. Alors 10 900 tonnes, c'est le seuil maximum pour être dans un type de projet en déclaration. Mais par contre, pour être en déclaration, il faut aussi ne pas prendre des biodéchets. Donc en fait, il n'y a que le premier projet qui est réellement en déclaration, parce que là, on va être sur une base effluent d'élevage avec un complément d'interculture, donc de culture dérobée. Là, vous allez avoir un projet qui fait à peu près 4 à 5 millions d'euros d'investissement, qui va générer à peu près 1 million de ventes, de chiffre d'affaires, pour après dégager un excellent brut d'exploitation un peu plus au-dessus de 500 000 euros. Voilà. Donc encore une fois, l'excellent brut d'exploitation, ça permet de rembourser les emprunts. Voilà, c'est pas une recette. Du coup, on a un temps de retour sur investissement à peu près de 8-9 ans sur un projet où en fait vous allez générer des recettes sur 15 ans. Quoi. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un projet. Et dedans, quand on prend les coûts de fonctionnement, on a aussi intégré des salaires. Enfin voilà, c'est l'exploitation, la maintenance pour vraiment que le site fonctionne. Quoi. Donc ça c'est un projet type. C'est le projet qu'on a beaucoup dans la région. Voilà, ça c'est un des projets types. Après, vous avez le même projet où, en fait, c'est plutôt si vous êtes dans les zones d'élevage où, globalement, les intercultures, c'est pas très possible parce que y a déjà une tension sur la ressource fourragère. Donc, dans ces cas-là, la solution, c'est d'aller chercher des biodéchets. Donc là, on va compléter l'effluent d'élevage avec des biodéchets. Du coup, l'intérêt du biodéchet, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire pousser, donc vous n'avez pas de coût associé aux biodéchets, parce qu'en général, vous les prenez. En général, si c'est des biodéchets qui nécessitent une hygiénisation, vous allez avoir des coûts d'hygiénisation, c'est-à-dire que vous allez devoir investir dans une hygiénisation, vous allez devoir investir dans de l'énergie
pour hygiéniser ce gisement. Mais par contre, vous n'aurez pas le coût que vous avez pour une culture intermédiaire où vous devez la faire pousser, la récolter, etc. Donc là, on a peu ou prou à peu près je dirais les mêmes équilibres à la fin, avec un excédent brut d'exploitation qui est au-dessus de 500 000 euros. Voilà. Et puis après, on a un projet un peu mixte, c'est-à-dire où vous avez à la fois des effluents d'élevage, des biodéchets, un peu d'interculture, c'est-à-dire c'est pour des plus petites exploitations, mais qui ont moins d'effluents d'élevage. Voilà. Et là, bon, je dirais, on est un peu mieux, mais bon, ça dépend après tout des hypothèses concrètes du plan de financement, des investissements. Voilà. Donc, que retenir de ça? C'est globalement, quel que soit le mode d'approvisionnement, quand on arrive à une taille critique je dirais de 10 000 tonnes de matières premières plutôt méthanogènes, on arrive à avoir un équilibre économique qui permet de sortir un projet, au moins sur le plan de financement. Après, c'est pas comme on l'a vu, hein, c'est important de remettre tout en perspective ce qu'on a vu. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre plan de financement il est solide que le banquier va forcément vous prêter de l'argent. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi que la gouvernance soit costaud. Enfin voilà, il y a d'autres sujets qui sont plus liés à la maîtrise des risques qui vont intéresser le banquier. Voilà. Et qui sont importants aussi à traiter dans le cadre du développement d'un projet. Voilà. On en revient aux facteurs clés de tout à l'heure. Je ne sais pas, Odin, si tu veux, c'est tout bon, tout complété. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans l'assistance? Après, bien sûr, sinon on est disponible sur nos stands pour compléter les échanges. Bon, ouais, parfait. Ben, merci beaucoup.